Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui dans Impro Ciné Critique à la sortie du cinéma dans la Melon Mobile, je vais vous parler d'un film américain sorti ce mercredi en salle, une œuvre de science-fiction, action et survie intitulée Predator Badlands, troisième volet dans le même univers réalisé par le même réalisateur David Trachtenberg après Prey, que j'avais vraiment apprécié, hein, c'était sur Disney+ à l'époque, et Killer of the Killers que je n'ai pas vu, film d'animation. Ce metteur en scène avait fait il y a quelques années 10 Cloverfield Lane dans un autre univers, hein, le Cloververse, vraiment sympathique. Donc j'ai donné une chance à ce nouveau volet en salle, même si à part le premier Predator et Prey, je n'en ai vu aucun autre. Je suis pas un fan ultime de l'univers, hein, mais évidemment le Mac Tiernan, comme beaucoup, je l'ai apprécié pour son cinéma, sa tension. Et Prey avait été une belle surprise. Donc il revient là avec un casting très limité, puisque nous avons véritablement que deux actrices-acteurs principaux. D'un côté, Elle Fanning, qui joue une synthétique, une androïde, d'une compagnie qu'on connaît très bien, mais ça, dès le trailer, c'était annoncé, j'y reviendrai après. Et un certain Dimitrius Schuster Koloamatangi qui interprète donc le Predator, qui est un Yoja, hein, c'est ça le nom de la race extraterrestre. Un jeune, hein, qui semble être un peu faible aux yeux de son clan et qui va partir tout seul en survie pour accomplir son rituel et sa mission, trouver sa proie et faire peut-être la fierté de papa. C'est un peu plus compliqué que cela. Sauf que justement, arrivé sur cette planète très hostile, la planète Gena, ce deck qui s'appelle, hein, ce jeune prédateur, va avoir du mal à affronter les éléments locaux. Il veut trouver la créature ultime qui s'appelle le Kalisk, que même son père n'a pas pu tuer, enfin même le père ultime a peur de cette bestiole. Mais avant, il va récupérer sur son chemin un androïde très endommagé, Tia, qui va être son outil. Les deux vont communiquer ensemble parce qu'elle connaît toutes les langues. D'ailleurs, il y a ce contraste très vite où c'est très silencieux, ou en langue Yoja au début, puis après blablabla, elle parle beaucoup. Et au passage, il va y avoir une petite créature qui s'appelle Bud, qui va aussi s'immiscer dans ce petit groupe. Comic Relief ou pas? Faut dire que c'est un film de la 20th Century Fox, oui, mais ça appartient à Disney. Hein, on connaît un petit peu la firme aux grandes oreilles, avec aussi la thématique familiale principale, comme quoi. Et donc, ça dure 1h47 à peu près. Et qu'est-ce que j'en ai pensé? C'est vraiment fort bien. Voilà. Un excellent moment de cinéma, actionneur pur, science-fiction, avec quelques thématiques déjà vues et revues, certes, d'accord, mais c'est bien écrit, c'est bien rythmé, il y a de l'attention, il y a de l'émotion, il y a des bonnes scènes qui bastonnent, avec des CGI plutôt acceptables, hein, il faut l'avouer. Bon, la créature en elle-même, principale, je parle ici évidemment du Predator, est plutôt en prothèse à l'ancienne, quoi. Et dans la dynamique des mouvements de ce qui peut se passer sur cette planète, c'est plutôt bien géré, avec d'ailleurs un contexte très sombre et un bestiaire remarquable, donc sur cet endroit visiblement qui sent la mort, la planète Gena. Eh ben on n'y passerait pas ses vacances. Voilà, parce que au moindre pas que tu fais, mais tout est un danger, mais tout, il y en a partout, même les herbes sont des rasoirs, et quand on est dans les arbres, on n'est pas à l'abri d'être attaqué par une puce de lune. C'est pas une petite bestiole du tout, enfin, c'est absolument sauvage, quoi. Et ce qui est intéressant, évidemment, c'est cette cohésion ou non de deux créatures qui ne sont pas humaines. Ça, j'aime bien. Dans le film, il y a zéro être humain. Donc, il y a Predator, tout ça, hein, et tout. Et ces créations synthétiques d'une corporation. C'est-à-dire que l'humanité, elle est là, et c'est la menace ultime qui est en sous-jacence globalement. Et donc, oui, un petit peu de comic relief, certes, mais ça arrive à être bien géré, passer 10-15 minutes, peut-être un peu lourdingue dans ce qui est, on va dire, tout autour de la rencontre, etc. Et derrière, ça va être l'entraide autour de cette quasi-famille, ou presque à recomposer, un clan qui va se former, pour une quête qui va en être tout autre, en fait. C'est un film qui balance des pistes comme ça, assez simples. Un prédateur doit trouver sa proie, et c'est un petit peu comme ça que cette race vit, en fait. Mais chacun va transcender peut-être son destin et découvrir autre chose, des émotions aussi. L'androïde en a, c'est un androïde qui a des sentiments, enfin qui peut, parce qu'elle doit avoir cette empathie pour les créatures et tout. Et ce que j'ai pas dit, c'est que Tia et tout a une sœur androïde qui est aussi jouée par Elle Fanning, qui s'appelle Tessa. Et là-dessus, on voit le lien.
c'est déjà en parallèle et en rapport avec notre cher deck Predator qui a aussi un frère et un père. Sachant que les deux androïdes sœurs, entre guillemets, là, ont la mère, la fameuse mère. Hein, bon. Vous connaissez une autre saga qui est en lien avec Predator? Il y a déjà eu des films versus? Oui. Je développerai ça quand même dans la zone spoiler au cas où, mais là j'ai pratiquement tout dit. Sur l'ensemble, Elle Fanning est vraiment bien. Parce que bon, elle a ce côté un peu décalé par moment, mais comme elle a deux rôles et que ces deux finissent par plus ou moins se compléter, ça joue donc avec une envie de se retrouver déjà dans un milieu qui n'est pas forcément attendu et avoir cette relation particulière avec une créature, quand même, le Predator, qui normalement chasse seul, n'a pas d'amis. Il y a cette introduction-là qui est précisée dans le codex Yodja, dans le langage. Et donc c'est assez improbable ce qui pourrait éventuellement se passer. Donc là-dessus, super. En ce qui concerne donc l'acteur derrière le masque du Predator, je ne sais pas si c'est lui qui fait la voix, etc. Mais en tout cas, le langage Yodja est extraordinaire. Moi, j'aime beaucoup l'idée que la moitié du film, pratiquement, hein, en dialogue, c'est donc ce langage extraterrestre. Et j'adore la sonorité. On sent que ça a été travaillé hein, par un linguiste, c'est le cas. Hein. Alors, je ne sais pas si ça date de ce film ou ça avait été déjà plus ou moins développé avant. Peut-être que dans Prey, il y avait un petit peu de ça. Je ne sais plus. Ou dans le film d'animation avant. Dans le premier Predator, pas vraiment, quoi. Par contre, évidemment, cette bestiole garde la même gueule de porte-bonheur ou pas, bien sûr, avec ses mandibules-là. La rage, elle est là. Et ce destin terrible, un peu à la Shakespeare, hein, autour du jeune Deck, ce Yodja qui va avoir ce conflit familial qui va devoir transcender pour prendre sa place, trouver sa place. C'est difficile pour lui. C'est en étant seul qu'on se rend compte que finalement, c'est plus compliqué que prévu et qu'on n'est pas forcément là où on devrait l'être. Et donc, il y a ce développement derrière sur une planète qui a un vrai travail de design. On peut saluer donc celles et ceux qui ont créé les créatures, hein, dont je parlais un petit peu. Il y en a d'autres, une sorte d'anguille aussi qui crache son venin là, et des aiguilles là, et des petits trucs volants là. Ouais, ça me fait penser toujours à cette série de BD, Aldébaran, Antares, Betelgeuse, créée par Léo, où il y avait ces créatures là, sur des planètes un peu éloignées, un peu moins hostiles qu'ici. Et j'aime beaucoup ces univers-là, enfin, au moins hostiles, ça dépend lesquels en même temps. Donc là-dessus, j'ai vraiment beaucoup apprécié. Après, voilà, on est dans les codes de l'action SF quand même. C'est-à-dire qu'on sent que le film parfois veut trop en faire arriver donc dans sa pré-résolution, sa résolution, sa post-résolution, mais ça fonctionne quand même dans le côté rentre dedans et on ne s'ennuie pas. Il y aurait pu avoir peut-être plus de pauses quand on y pense, surtout qu'il y a des belles promesses sur ce point-là, dans l'idée du langage, les alliances linguistiques ou autres, mais comme on va dire que l'écriture sensorielle est présente sur les émotions et les évolutions de ces émotions, tout est très téléguidé, on peut imaginer beaucoup de choses qui vont arriver. Voilà quoi, hein. Bon, le Calisque, hein, j'en dis pas plus pour l'instant, mais quelle bête, hein, incroyable. Référence peut-être à une mythologie assez grecque aussi, dans sa force absolument. On comprend pourquoi on ne peut pas la tuer. On peut aussi parler vite fait de la composition musicale qui fait vraiment le boulot avec des sonorités très yodjesques, un petit peu autres au début, puis après on va rentrer plus dans un délire habituel. Et qui a composé cela? Ils sont deux. Voilà, il y a Sarah Schaffner et Benjamin Wallfish, oui, qu'on connaît bien. Voilà. Spoiler donc pour l'évolution. Alors oui, idée shakespearienne au début. On a donc le frère qui veut protéger son... Enfin, le grand frère de Deck qui veut protéger son petit frère, mais ça commence par un combat entre les deux. Il doit trouver sa place, il doit gagner son camouflage pour être dans le camp Yodja. Mais en fait, le père, il ne veut pas de Deck parce que pour lui, c'est un avorton, quoi. Donc, il demande à son grand-fils de tuer le petit frère. C'est terrible. C'est tellement shakespearien qu'on sait à peu près ce qui va se passer. Le grand frère se sacrifie pour que le petit frère parte quand même poursuivre cette quête, ce rituel, mais à quoi bon? Parce que maintenant, Deck, il est pris dans une rage absolue. Certes, aller tuer le Calisque pour prouver à son père qu'il est le meilleur, mais derrière, imaginez rejoindre son clan alors que son père a tué son grand frère, compliqué. Donc vous voyez, il y a ces méandres psychologiques, et on le sent bien quand même hein, derrière. Les cris, voilà, hein, les tourments de Deck au-delà des mots.
la façon dont, d'ailleurs on le voit, c'est vrai qu'il n'est pas considéré comme très fort, c'est vrai qu'il est un peu faible, mal parfois, entre guillemets, attention, à son niveau, sur cette planète en arrivant, puis c'est en étant aidé de cet outil, puisqu'il la nomme ainsi, Android, qui va trouver le Callisk, mais surtout il va comprendre la quête humaine en fait derrière, c'est ça qui est marrant, parce que moi j'aime beaucoup ces idées de monstres, de freaks ou d'androïdes, qui ne sont pas censés être humains, mais qui sont beaucoup plus humains que le monde humain qui nous est ici présenté à travers, bien sûr, la Weyland Yutani. Et oui, la fameuse corporation alien et tout. Bon, on voit pas d'alien, on voit pas de xénomorphes là. Mais ça ouvre des portes à croiser les univers, notamment Romulus. D'ailleurs, je crois que Elle Fanning a beaucoup pris exemple sur l'android de Romulus pour interpréter le sien. C'est très cohérent et ça fonctionne fort bien. Un peu plus de décalage humoristique ici quand même, je pense, que dans Romulus. Donc derrière, la quête va être tout autre, parce que tuer le Callisk, c'est une chose, mais derrière, il y a tout un délire avec la petite créature Bud, qui s'avère être l'enfant du Callisk. Bon, ça c'est un peu... Oui, ça fait très Disney, ça fait très facile, mais pourquoi pas? Ça donne justement la possibilité à Dec de faire une autre quête, d'arriver au bout. Donc de s'allier, d'accepter cette association d'un nouveau clan avec Tia et Bud, donc qui se trouve sa famille à lui finalement, parce que celle de sang, ça a été compliqué. On reviendra sur un truc à la fin, parce que ça m'a fait beaucoup rire, le tout dernier truc du film, pas en scène post-générique, mais vraiment à toute fin. C'est très très humoristique. Oui, voilà, donc le Callisk finalement va être plutôt un allié, dans le sens où le petit du Callisk, Bud, a reconnu, a craché sur Dec pour l'accepter dans son clan. Donc à un moment, le Callisk ne va pas tuer Dec. Mais le Callisk va se faire cryogéniser et tout, c'est un peu compliqué. Donc après voilà, hein, c'est sœur contre sœur, Android contre Android, la mauvaise sœur contre la bonne sœur. Voilà, c'est là où on se dit que c'est assez téléphoné peut-être, mais ça fonctionne bien dans ce qui se passe. Voilà, malgré les limites thématiques, de pousser sur l'idée de la famille, de la famille, de la famille. La famille du côté de Dex, c'est compliqué, c'est décomposé, c'est mal barré. La famille qu'elle pensait avoir, Tia avec sa sœur Tessa, mais pas du tout, parce que en fait c'est maman. Hein, donc de la Weyland Yutani qui guide, qui commande, et derrière maman t'as l'humain, de toute façon l'humanité si vous voulez, et donc oui, l'enfant c'est la maman Callisk, hein, j'imagine, du coup voilà. Papa, où est-il? On ne sait pas. Ou alors c'est une maman qui a fécondé tout seul, hein, c'est possible. Peut-être pas les 8000 Callisk non plus sur cet univers. Donc famille de famille de famille, pour au final, la maman Callisk, elle meurt quand même, c'est triste. Donc le bébé Callisk, enfant, qui va bien grandir, va être dans ce clan avec le Predator, le Yoja qui n'a pas été accepté, et l'androïde qui se retrouve en dehors de la compagnie. Tout va bien. J'aime bien les familles recomposées comme ça aussi. Arrivé au bout, bon oui, lui il va se venger auprès du père. C'était pas obligatoire, mais c'est comme ça, finalement, qu'il va devenir un Yoja et récupérer le camouflage de papa. Quand même, il reste un Yoja, il reste un prédateur malgré tout. Hein, ça reste quand même cette créature-là qui va tuer. Et l'enfant Callisk aussi, maman, pardon, tuer, donc a bouffé. Et l'enfant Callisk qui a bien grandi à la fin, Bud. Et ça peut, alors on le sent que ça peut donner lieu à une suite, ça. On le sent, d'autant plus que tu as le vaisseau mère Predator qui débarque. Où Dec dit, Yoja dit c'est maman, c'est ma mère. Hein. Décidément, il y a des problèmes de maman dans le film aussi. Et oui, entre la maman qui meurt et les deux mamans méchantes, les pauvres trois là ont bien fait de recréer leur clan. Il y a toute une idée avec le loup aussi, le loup alpha qui protège. Bon, c'est un petit peu surécrit par moment, parce que ça reste une production Disney. On voit que ça essaye de flatter tout public au-delà de 12 ans quand même. Attention, en dessous de 12 ans, c'est un peu compliqué. Mais ça reste super efficace, donc on applaudit, et c'est bien réalisé quand même. On sent que le monsieur, maintenant, ça fait le 3e film qu'il maîtrise dans le sujet, dans l'univers, donc ça passe. Je vais faire la zone spoiler. Predator Badlands, je vais dire que c'est une belle surprise, parce que c'est vrai que la bande-annonce me faisait peur. Me faisait un petit peu peur sur certains points, mais en fait, c'est beaucoup plus passionnant que prévu. Il y a vraiment à boire et à manger niveau univers, niveau tension, niveau émotion. Il y a quand même de la mise en scène, quand bien même, évidemment, après, elle se fait un peu ratatiner par certaines scènes d'action obligatoires et par une écriture qui doit aller à un certain point de climax, de surclimax, de révélation, un petit peu twist vite fait. Bon, ce n'est pas non plus, ça ne fonctionne pas que comme ça, mais il est vrai qu'il y a un tiers du film là-dessus où c'est très axé, on va dire, dans l'écriture, et la narration se perd parfois dans une suraction. Mais même sur ce point-là, c'est vraiment bien fait, c'est abouti, c'est assumé.
un petit peu de gestion d'humour en trop par moment, mais ça ne casse pas trop l'ensemble. Ça renforce même d'ailleurs cette potentielle nouvelle famille créée à l'écran. Après tout, pourquoi pas? Chacun découvre des sentiments ou se laisse aller à certains sentiments qu'il n'aurait jamais dû avoir, notamment notre cher Predator. Donc moi je dis pourquoi pas. Puis j'ai pas vu les autres films Predator, mais apparemment c'est la première fois qu'on est vraiment du point de vue à fond donc de cette créature-là, et qu'il y ait, ouais, on a une empathie qui se crée fatalement, et ça fonctionne, même si ça reste un tueur. Attention, ça reste un tueur, bien sûr. Donc n'hésitez pas à dire en commentaire ce que vous pensez de ce film, si vous l'avez vu en salle, si vous avez prévu de le voir en salle aussi, bien sûr, de l'univers Predator en son ensemble, hein, parce que moi il m'en manque pas mal quand même, hein, puis j'ai pas fait l'effort, de rattraper non plus, parce que finalement ce film en soi bah oui, il se suffit à lui-même. C'est vrai que quand j'y pense, j'avais vu aussi un Alien Predator, sûrement le premier, mais j'ai très vite oublié ce qui s'y passe vraiment. Peut-être que c'est normal, vous me direz. Allez, à vous la parole, et à la prochaine. Ciao!